pense que la télévision m'a accompagné beaucoup et que j'ai toujours aimé les histoires dans les livres, les histoires qu'on peut se raconter, imaginaires. Dès qu'on est enfant, en fait, on se raconte des histoires, on joue avec des Lego, des Playmobil et tout. On construit des trucs, en fait. Moi qui suis très attaché aux choses visuelles, je trouve que c'est quand même une chance, et c'est le hasard, d'avoir les attaches familiales dans ce village-là, qui est un village qui est quand même très particulier visuellement. Un festival, c'est un lieu fait pour faire des découvertes, pour voir des choses étonnantes, originales, des choses qu'on va pas voir à la télévision, qu'on n'irait pas voir spontanément. Donc à nous de mettre en avant ces films. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Pour profiter pleinement de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site mathieuVitra.com où vous pourrez retrouver de nombreuses références citées dans le podcast. Sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite également à utiliser les chapitres pour vous rendre directement au sujet de l'épisode qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Sébastien Bailly. Alors qui est Sébastien Bailly ? Sébastien est né à Brive et à la suite de sa scolarité passée au lycée d'Arsonval avec option cinéma, il se dirige vers une carrière de réalisateur. Après plusieurs courts-métrages, il se prépare à sortir en 2022 son premier film long-métrage comme une actrice. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé à faire ce métier et il va nous expliquer également les différentes étapes de fabrication d'un film de cinéma, de la première idée jusqu'à la sortie en salle. En 2004, il crée ce qui va devenir les Rencontres internationales du moyen-métrage. Ce festival de cinéma qui accueille des films ayant un format particulier et qui est connu partout en France. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Sébastien Bailly. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Ça va bien, très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Alors, pour situer un petit peu, pour contextualiser, on est à Collonges-la-Rouge. On est sur une terrasse, il fait un temps magnifique. C'est toi qui m'as proposé effectivement de venir ici, c'est vraiment super. Pour être un petit peu chauvin, on est dans un des plus beaux, ou peut-être on va dire, allez on le dit, le plus beau village de France. La Corrèze, c'est... Brive, la Corrèze, et de manière générale, Tulle aussi, c'est quelque chose qui est assez présent dans ton travail. Ça a été le décor d'un de tes courts-métrages. On va en parler un petit peu, tout ça, de ton lien effectivement avec la Corrèze. Tu es réalisateur. Moi, comme je te disais un petit peu avant d'enregistrer, c'est la première fois que je rencontre un réalisateur et ça peut être pour certains un peu abstrait, le travail qu'il peut y avoir dans la construction d'un film, avant, pendant, après. C'est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour certains. Donc on va essayer de concrétiser tout ça. Moi, comme je te disais, effectivement, je suis photographe et je suis vidéaste. Donc j'ai quelques notions effectivement de la focale, du cadrage, de la mise en scène, mais c'est évidemment pas du tout le même métier. Donc on va parler de tout ça. Et pour te dire, tu es le premier invité de cette saison 2 de ce podcast. Donc première question, qu'est-ce que ça te fait ? Ça fait extrêmement bizarre. On est déjà en saison 2. Ouais, déjà. Et on est déjà en septembre là ? On est déjà en septembre. C'est passé très très vite. C'est vrai. Oui, mais non, mais je suis ravi de faire partie de cette longue série. Je te comprends. De brivistes, de gaillards, de corréziens. Exactement. Alors, on va parler un petit peu de tous ces sujets, mais juste avant, je vais te demander ce que je demande à chaque invité, c'est de faire une petite présentation de toi. Ah. C'est pas un exercice évident. Non, pas très facile pour moi, mais bien oui, je suis réalisateur, scénariste. Depuis maintenant, je crois que ça fait une vingtaine d'années que je fais des films en fait. J'ai fait des courts-métrages, je viens de terminer un premier long-métrage, mais j'ai aussi fait d'autres choses. J'ai co-créé et dirigé les rencontres européennes du moyen-métrage de Brive, qui sont maintenant des rencontres internationales. J'ai dirigé ce festival pendant 10 ans. Voilà,
voilà, c'est essentiellement mes activités principales sur les 20 dernières années en fait. J'ai une passion pour le cinéma depuis l'adolescence. Et j'avais aussi envie de transmettre, donc créer un festival, c'était aussi une façon de faire vivre cette passion-là. Mais j'avais aussi évidemment envie d'écrire, de réaliser. J'ai commencé relativement tôt à écrire et à réaliser. Après, ça a été un parcours long, difficile, on va en parler un peu, j'imagine. Je suis né à Brive. J'ai eu mon bac au lycée Arsonval, en option cinéma. Ouais. Et puis ici on est à Collonges-la-Rouge parce que c'est un village dans lequel je viens depuis tout petit et où je passe la plupart de mes vacances. Ouais. D'accord. Donc ici c'est plus calme qu'à Paris quand même, hein. C'est pas mal, hein. Même s'il y a beaucoup de touristes. Mais ici c'est très agréable et puis ça me permet de réfléchir un peu. Là en ce moment je réfléchis mais très vaguement en fait, hein, au prochain projet, tout en faisant un peu de bricolage, des travaux, enfin etc. Quoi. Et j'aime bien ça en fait, j'aime bien cette alternance entre un travail qui est par moments assez solitaire d'écriture devant un ordinateur. Des moments plus collectifs quand on tourne, quand on fait la post-production d'un film évidemment, et puis ici des choses plus manuelles en fait, et cet équilibre est plutôt très bon pour moi. C'est un lieu de ressources hors travail, je veux dire. C'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, je travaille assez peu ici, je viens jamais pour écrire en fait, parce que moi c'est un truc que je comprends peu, c'est-à-dire des gens qui disent ah oui je vais partir au bord de la mer pour écrire. Moi j'ai plutôt envie de pas de regarder l'écran de l'ordinateur en fait, j'ai plutôt envie de lever les yeux et de faire autre chose en fait. Donc non, j'écris très bien à Paris, chez moi. Il pleut souvent à Paris. Donc voilà, on est. Non, moi ici, ici en fait, même quand je fais des choses un peu manuelles, je réfléchis en fait, ça travaille tout seul. Ouais. C'est comme plein de choses, c'est comme faire du vélo, c'est comme faire un sport, on laisse vagabonder l'imagination et en fait c'est pas mal. Donc oui, là je mentirais si je disais que je pense pas du tout au film que je suis en train de terminer, que je pense pas à d'autres choses à écrire. Mais ça se fait quand même de façon beaucoup plus relâchée, quoi, et c'est pas mal. Ok. Alors, le métier de réalisateur, c'est quelque chose qui est venu assez tôt, tu viens de le dire, effectivement. Tu as commencé au lycée Arsonval avec option cinéma, donc c'était déjà un projet qui faisait son chemin dans ta tête. C'est un moyen d'expression, c'est une activité artistique, c'est effectivement raconter des histoires. Comment ça t'est venu, même très tôt? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais effectivement t'exprimer de cette manière-là plutôt qu'un autre moyen artistique ou une autre activité? Je sais pas trop pourquoi le cinéma. Après, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, de la quarantaine là, on a été élevé dans la télévision et par internet, donc on a vu beaucoup de films en fait à la télévision. Dans les années 80-90, il y avait de bien meilleurs films qui passaient, je veux dire, sur les chaînes, les grandes chaînes en fait. Donc j'ai vu plein de choses et je pense que ça m'a happé, ça m'a intéressé. J'étais enfant unique à l'époque, à ce moment-là. Je pense que la télévision m'a accompagné beaucoup et que j'ai toujours aimé les histoires dans les livres, les histoires qu'on peut se raconter, imaginaires. Dès qu'on est enfant, en fait, on se raconte des histoires, on joue. On joue avec des Lego, des Playmobil et tout. On construit des trucs en fait. Et je pense que ça m'a intéressé. Et puis je pense que l'image, les choses visuelles m'attiraient plus que ce qui aurait pu être la musique. Je suis incapable de jouer de quelque instrument que ce soit. Malheureusement, je conduis pas et puis j'ai pas la patience d'apprendre. Je suis pas suffisamment bon en dessin non plus. J'aime écrire, mais c'est quand même très solitaire, comme l'écriture pure. Non, j'avais envie d'image en fait. La photo me semblait être
Non, j'avais aussi envie qu'il y ait un peu de mouvement. Enfin, il peut y avoir du mouvement dans une photo, hein, mais... Mm. Mais ouais, je sais, c'est difficile à dire. Hein. Pourquoi le cinéma Non, mais je pense que ça vient quand même beaucoup de la télévision. D'accord. Des films que j'ai pu voir, en fait. Est-ce que dans ton entourage, il y avait effectivement des personnes qui étaient dans ce milieu-là déjà? Pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Et personne de particulièrement sensible au cinéma. Mm. Donc je sais pas, ça arrive un peu comme ça. Et puis à l'adolescence, on voit de plus en plus de films. À l'époque en VHS. Puis ensuite au cinéma Arrêt à Brive, qui était à l'époque le club, il n'était pas encore le Rex. Puis l'option cinéma pour essayer d'agrémenter un peu les années du lycée. Et puis avec des amis, on fait des films, on bricole des trucs. Mais oui, déjà à ce moment-là, je me disais oui, je veux faire des films. Je savais pas trop comment j'allais pouvoir en faire. Même si finalement, même après le bac, j'ai fait très vite des courts-métrages en fait. À l'époque en pellicule, puisque à ce moment-là, on était le numérique n'existait pas. C'était encore, on avait encore de la HI8, de la DV en fait. C'était les premiers films en DV. Donc il n'y avait pas encore de numérique. Donc et puis la tradition encore en court-métrage en France, c'était de tourner en pellicule quand même, globalement. Donc j'ai fait quelques films en pellicule, je réfléchis, mais j'ai fait, je crois, trois ou quatre courts-métrages en pellicule en fait. De façon, on va dire, professionnelle ou quasi, enfin, avec une équipe, avec une production. Voilà, des films que j'avais écrits moi-même. Et puis ensuite, j'ai tourné en numérique à partir de... ça doit être 2013 en fait. D'accord. Donc ça vient assez tard finalement. Mais voilà, donc dès que j'ai pu faire des films, en fait, j'en ai fait. Okay. J'ai fait d'autres choses à côté, parce qu'il fallait bien vivre aussi, travailler dans la production, pour la télévision, et puis créer un festival à un moment où là, c'était une belle aventure, quoi. Alors on va parler effectivement de ce projet, de ce projet de création de rencontres internationales effectivement du moyen métrage, parce que c'est effectivement une partie qui est importante effectivement dans ton évolution. Dans la construction effectivement de ton activité, tu t'as parlé effectivement de cette période de ta vie à Arsonval où il y a eu cette option de cinéma. C'est quelque chose effectivement dont tu gardes déjà un bon souvenir, et de deux, est-ce que tu le conseillerais? Alors aujourd'hui c'est toujours présent mais pas forcément sur la même forme. Est-ce que tu le conseillerais effectivement à quelqu'un qui voudrait effectivement se lancer dans ce type de parcours? Ah oui, je le conseillerais, déjà tout simplement parce que ça permet d'avoir à disposition des outils de fabrication de films. L'option cinéma s'est considérablement développée depuis que moi j'ai quitté le lycée. J'ai suivi un petit peu, et c'est vrai que nous on avait encore très très peu de matériel à l'époque. On n'avait que du montage analogique, pas du tout numérique, ce qui est quand même... Aujourd'hui, voilà, tous les enfants savent faire du montage à 10, 11, 12 ans, parce que sur une tablette, ils ont une appli, ce qui est quand même assez incroyable. Et oui, je le conseillerais parce que ça permet d'avoir entre les mains du matériel. Maintenant, c'est vrai qu'avec un téléphone portable, tout le monde peut commencer à tourner, à monter, etc. Mais d'avoir un peu plus de matériel là, de rencontrer des gens qui ont la même passion éventuellement, de voir des films, d'avoir des profs qui vous emmènent vers d'autres films que ce que vous connaissez déjà. Donc, et puis je pense que tout simplement ça agrémente les années du lycée qui, pour certains peuvent être un peu pénibles, un peu longues, et je pense que c'est bien d'avoir ces moments-là en fait de création, d'échange au sein d'un lycée, quoi. Donc je le conseillerais. Après, qu'est-ce que je conseillerais? Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, je voulais pas en faire. J'ai même pas tenté les concours parce qu'en fait, les 3-4 ans d'école me paraissaient infinis à l'époque. Et j'avais envie vraiment de sortir de l'école. Bon, je suis allé un peu en fac quand même. Je suis allé en fac, j'ai fait de l'histoire de l'art. Mais est-ce que je conseille les écoles? Bah oui, mais ça dépend lesquelles. Enfin, je déconseillerais fortement les écoles privées. Voilà,
je conseille éventuellement de tenter les concours de la Fémis, de Louis Lumière, de l'INSAS en Belgique, des choses comme ça, qui sont intéressantes, ou la Cinéfabrique à Lyon, qui est une nouvelle école, avec un enseignement assez différent de l'enseignement plus classique à la Fémis, mais je conseillerais aussi de fabriquer par soi-même en fait, et puis de faire ses expériences en travaillant pour d'autres équipes, à n'importe quel poste en fait, c'est intéressant, et on peut comme ça apprendre la fabrication d'un film, et puis de faire en fait, il faut fabriquer, il faut faire des erreurs, faire des trucs très bien, des trucs moins bien, et si on... Et puis il y a aussi plein de métiers géniaux en dehors de l'écriture et de la réalisation qui sont quand même, bon c'est vrai quand même très très difficiles, hein, mais il y a aussi d'autres choses, hein, des métiers plus techniques qui sont formidables, quoi. Ingénieur du son, chef opérateur, même dans l'administratif, directeur de production, c'est un sacré boulot, régisseur, etc. Il y a plein de métiers en cinéma qui sont intéressants, même très créatifs comme décorateur, costumier, etc. Donc voilà, pour des gens qui s'intéressent un peu au cinéma, et puis bon, au lycée on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire, donc ça permet aussi peut-être de vérifier si vraiment ça nous parle, ça nous intéresse, et puis peut-être de choisir après, et puis c'est pas grave, autre chose, quoi. Donc oui, je conseille. Ouais. C'est vrai que c'est pas effectivement donné à tout le monde de pouvoir effectivement accéder à ce type d'options, tout simplement parce que dans certains lycées c'est tout simplement pas présent, et effectivement à Brive on a la chance de pouvoir avoir ça, et c'est super. Tu es à l'origine de plusieurs courts-métrages, tu es en train de travailler sur un long-métrage avec au casting Julie Gaillet, Benjamin Biolay entre autres. Donc on va parler de tout ça, mais je voulais voir avec toi comment, parce que comme je le disais un petit peu en introduction, c'est un petit peu abstrait effectivement la construction d'un film. Comment on fait un film à partir du moment où on a effectivement une idée de départ? Certains réalisateurs ne sont parfois là que comme techniciens, et ils sont au service effectivement soit du scénariste ou soit de celui qui a apporté l'idée. Toi, comment tu construis tes films? Quelle est un peu la chronologie des événements? Alors peut-être jusqu'à la sortie, tiens. Comment ça se passe? Alors ça se passe déjà sur un temps généralement assez long, malheureusement, hein, parce que c'est... Le défaut du cinéma, c'est que ça coûte cher. Bon, voilà. Contrairement à la peinture ou la littérature ou même la musique, c'est pas si cher que ça. Le cinéma, c'est cher, il faut mobiliser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens. Il faut convaincre beaucoup de gens. Donc on part d'une idée. Voilà, ça peut être quelque chose de très ténu, en fait, de très simple, et puis moi je considère que les bonnes idées, c'est des idées, je note pas forcément les idées au tout début, c'est-à-dire que si elles restent dans ma tête, si elles me poursuivent, c'est que c'est une bonne idée pour moi. Donc il faut que je m'y intéresse. On peut avoir une bonne idée un matin, et puis en fait finalement si le lendemain on s'en souvient pas vraiment, c'est que c'était pas pour soi en fait. Ensuite, il y a un long moment quand même d'écriture, enfin de maturation, en fait, de développement de cette idée. Parce qu'une idée de départ, ça peut être une scène simplement, une idée de personnage, une sensation. C'est très vague, et ça fait pas un film d'1h30 en général, donc il faut continuer à travailler ça, tirer le fil, voir si le fil il est assez solide, s'il est assez consistant, intéressant, et parfois ça l'est pas, parfois on ne trouve pas. Et une fois qu'on a commencé à dérouler, on se dit ouais, il y a quelque chose là qui tient, qui est intéressant, qui est si possible un peu original. On écrit différentes versions. Enfin, on commence par faire en fait ce qu'on appelle un traitement, qui est un document d'un nombre de pages assez variable, hein. La première mouture, en général, c'est 1 ou 2 pages. On raconte l'histoire comme ça dans les très grandes lignes. Ensuite, ça peut se développer jusqu'à quelque chose d'une 30aine de pages, où on raconte l'histoire de façon plus détaillée, presque scène par scène, sans dialogue. Et puis, parallèlement à ça, on peut faire aussi avec ma co-scénariste Zoé Galeron, on fait un séquencier, en fait, c'est-à-dire une sorte de tableau avec toutes les séquences bien très, 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 très résumées, mais avec quels personnages sont dedans, etc. Ça nous permet d'avoir sur 3-4 pages qu'on peut poser sur une table comme ça,
une sorte de continuité, d'avoir comme une maquette de bâtiment, on voit tout d'un seul coup d'œil. Alors que quand on a un scénario de 100 pages, c'est quand même abstrait, on ne peut pas tout embrasser d'un seul regard. Donc cette trame comme ça nous aide à avoir la structure sous les yeux. Et donc il faut beaucoup travailler la structure en fait. Parce qu'une fois qu'on a lancé l'écriture avec les dialogues, etc., comme je disais, on a un document qui fait 100 pages. C'est assez difficile à manier en fait. On est vite empêché, embêté, on se dit on va couper ça, ah mais non mais ça, il faut avoir une sorte de, voilà, quelque chose qu'on peut voir d'un seul coup d'œil sur une table et bouger les choses comme ça. Mais si on a une structure qui est assez forte dès le départ, on peut se dire que voilà, on peut écrire assez rapidement un scénario avec des dialogues. Et ça tiendra debout parce qu'on a une structure qui est bonne en fait, tout simplement. Après il y aura encore des réécritures de ces versions dialoguées. Alors là il peut y en avoir, ça peut être de 4 à 10 à 15, ça dépend du film, voilà, de la façon de travailler en fait. Voilà, moi sur les courts-métrages j'écrivais seul, à partir du long-métrage j'ai commencé à travailler avec une co-scénariste. Et chacun doit inventer un peu sa méthode. C'est un travail à deux, sachant que dans les deux, quand même, il y a le réalisateur, donc moi, qui choisit quand même les choses au final. Et puis, après, c'est un peu un échange. Il ne faut pas trop avoir d'ego, c'est-à-dire pouvoir balancer des idées comme ça. En se disant, voilà, voir comment l'autre réagit. Il faut se faire confiance à deux comme ça, de pouvoir tester des idées qui parfois s'avèrent nulles au bout de 5 minutes ou 10 jours en fait. Ils sont des impasses et puis parfois qui sont des très très bonnes idées et les affiner, les travailler encore quoi. Donc ce temps d'écriture c'est très variable. Pour le film là, que je suis en train de terminer, ça a été très long. Mais c'est aussi parce que la production d'un premier long métrage c'est assez long. Personne n'y échappe en fait. Donc en fait, ça s'est étalé, je dirais, sur à peu près 5 ans en fait, d'écriture et écriture. La production essaye de pousser aussi le scénario à une maturité assez forte avant de le soumettre à des commissions pour trouver le financement. Donc là, il y a toujours un peu une peur, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que le scénario est assez mûr ? Donc là, on est confronté à la peur qu'il peut y avoir, qui est assez présente quand même dans ce métier, de la part des producteurs ou des interlocuteurs financiers qui disent est-ce que le scénario là il est bien, et on se heurte aussi à mais c'est pas une comédie, pourquoi vous n'en avez pas fait une comédie, on préfère une fin heureuse, évidemment, enfin toutes ces choses qui sont, parce que voilà, c'est un métier artistique, mais c'est aussi, on fabrique quand même des objets culturels, on va dire, qui sont destinés à être vendus. On vend des places de cinéma, on vend des DVD, on vend ces films dans des télé. Ouais, au télé, etc. Et donc en fait, il y a un aspect commercial qui arrive pas au tout début de l'écriture, mais quand même assez vite. Donc le travail du réalisateur, du scénariste, c'est aussi de s'y retrouver avec ça, quoi. C'est-à-dire que avec ce que peut dire un producteur, ce que peut dire un distributeur quand il a lu le scénario, de voir où sont ses limites, de dire oui, ça je suis d'accord avec vous, j'entends par exemple qu'il faut une fin un peu heureuse et que c'est cohérent avec cette histoire. Par contre, ça ne sera pas une comédie, voilà, ou ce sera tel genre, etc. Donc là, voilà, c'est pour ça aussi parfois que c'est assez long, c'est-à-dire que d'abord parce qu'on cherche soi-même aussi. Moi, je ne suis pas sûr de ce que je veux faire dès le premier jour. Je le trouve en le faisant, en fait. Donc cette période d'écriture est suivie d'une période vraiment de financement. C'est-à-dire que là, quand on sait qu'on a un scénario où tout le monde est content, la production, les auteurs, on se dit, voilà, ça c'est finançable, on va dire. Donc on le fait lire au distributeur, c'est-à-dire que le distributeur c'est la personne, c'est la société qui va proposer aux salles de cinéma le film. C'est un maillon extrêmement important pour nous. Qui va aussi éventuellement le vendre à l'étranger, dans les salles de cinéma à l'étranger, à travers d'autres sociétés, etc., qui vendent le film, ils confient le film. Le distributeur, il y a aussi les guichets traditionnels, c'est-à-dire le Centre national du cinéma,
qui est l'organisme professionnel de tutelle en fait, de la production cinématographique en France, pour laquelle on peut avoir des aides. Alors je précise, je fais une parenthèse, ces aides ne sont pas ne proviennent pas de l'argent public et des impôts des gens, parce que souvent j'entends dire ça et c'est faux en fait. Simplement, cet argent provient de la billetterie. C'est-à-dire même quand vous allez voir un film américain, eh bien vous donnez de l'argent au cinéma français, et pas que français d'ailleurs, mais en grande partie français on va dire. Et donc cet argent est remis dans une sorte de mouvement circulaire comme ça, tous les ans. Donc c'est un système assez unique. Sur le prix d'un billet de cinéma, il y a 50% de cet argent qui est remis dans le circuit. Donc ça permet de financer à nouveau des films. Et y compris, je le précise bien, si vous allez voir des films américains, vous financez des films français en fait. D'accord. Donc c'est un système quand même assez intelligent, qui a été créé par Malraux. Donc maintenant ce système doit avoir, si je fais un calcul très rapide, il a plus de 70 ans. Donc le CNC peut vous attribuer une aide financière pour un film. Les régions également. Et là aussi les régions... parfois, ce sont des aides qui sont remboursables, ou en tout cas en partie, pour lesquelles vous avez des obligations, c'est-à-dire de dépenser la grande partie de cette même somme localement, en hébergement, en transport, en restauration, en emploi de techniciens parfois, en emploi de figuration, etc. Donc c'est de l'argent qui revient dans l'économie locale. Les chaînes de télévision auxquelles on propose le scénario, donc, en gros aujourd'hui c'est ça peut être TF1, France 2, France 3, Canal+ évidemment, Arte un petit peu, M6 un petit peu, et puis Ciné+, mais aussi il y en a une qui m'échappe, une autre du câble, bon bref. Il n'y a pas non plus tant de chaînes que ça qui financent le cinéma. D'accord. Et puis moi je suis plutôt du cinéma qui est dit d'auteur, même si je pense que c'est quand même assez accessible au public. Je sais très bien que TF1 va pas financer ce que je fais. C'est plutôt Arte, c'est plutôt Canal+, c'est pas M6, ça peut être éventuellement France 2, France 3 éventuellement, mais donc voilà. Donc bon, il y a tout un certain nombre de guichets auxquels on peut vendre le projet, et puis à la fin on se retrouve avec un budget qui est plus ou moins grand. Pour un premier film, c'est souvent plutôt un petit budget. À partir de là, on propose à des comédiens, on passe par les agents ou pas, on fait lire, on les rencontre, on discute. Après, se pose des questions de planning, parce que un film, il faut à un moment on décide de tourner, soit parce que il faut que ça se passe en été, et les comédiens sont disponibles ou pas. Donc il peut y avoir encore plein de péripéties. Moi j'en ai vécu pas mal aussi là-dessus, au moment de ce qu'on va dire, ce qu'on appelle un peu la préparation ou la pré-préparation. Puis après il y a vraiment la vraie préparation qui est les 3-4 mois qui précèdent le tournage, où on cherche les décors. On constitue toute l'équipe technique. Donc là, on commence à travailler avec le chef décorateur et on commence à préciser les choses. La costumière qui va commencer à faire des propositions, elle aussi. Beaucoup de discussions aussi avec le chef opérateur pour trouver l'identité visuelle du film. Donc là, on se regarde des films, on discute. Le réalisateur amène ses idées, ça peut être des photographies, ça peut être de la peinture, etc. Et donc, et on essaye de trouver les réponses techniques à ça. Quelle caméra on va utiliser, quel type d'objectif, quel type de mise en scène. Il y a aussi le casting des rôles secondaires jusqu'à la figuration, etc. Donc il y a dans cette préparation, la préparation c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que un tournage qui est quand même toujours c'est le moment le plus court en fait, et pourtant un moment quand même vraiment crucial où tout se fige en fait. Si la préparation est bien faite, on a eu du temps, c'est comme une expédition. Si on est bien préparé, normalement on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien, parce qu'après le tournage, on a un nombre défini de jours de tournage et il est hors de question de dépasser, sauf vraiment gros problème
je dirais, qui ne serait pas d'ordre artistique en fait. Hein. Mmh. Donc la préparation, ouais, c'est extrêmement important. Ça permet au réalisateur aussi de commencer à matérialiser son film, de le voir en fait, en faisant des repérages pour les décors en fait, même si, enfin en tout cas moi j'ai une idée assez précise et donc quand j'arrive dans un décor je me dis oui c'est proche de ce que j'ai vu etc. Mais c'est quand même encore mieux de le voir en vrai. De rencontrer les comédiens aussi et puis de parler du personnage, de parfois répéter aussi avec eux. Moi je le fais assez peu, mais de répéter ou de faire des lectures, ou pareil de leur donner des films à voir, des références, parfois de la musique aussi à écouter, des choses comme ça. Donc petit à petit, pendant toute cette préparation, toute l'équipe rentre petit à petit dans le film. Et il devient de plus en plus concret et aussi tous les collaborateurs commence à le voir, à le comprendre. Voilà, il y a encore plein de questions qui viennent au réalisateur tous les jours, de tous les postes. Mais voilà, ça, petit à petit, ça commence à avoir une certaine cohérence. Et puis vient le tournage. Donc là, on a un nombre de jours précis. Moi, là, j'ai tourné du 1er février au 15 mars. Donc ça fait 6 semaines. 6 semaines, c'est pas mal pour le budget qu'on avait. Beaucoup de films maintenant se tournent en 5, parfois en 4 semaines. Et voilà, parce que c'est le moment qui coûte le plus cher, de toute façon. Donc il y a aussi des films qui se tournent en 10 semaines. C'est de plus en plus rare en France en fait, mais bon. Enfin, si je pense à Astérix ou Kaamelott, voilà, c'est des films qui se tournent sur 3 mois en fait. Mais c'est pas représentatif de la production française quand même globalement. Mais 6 semaines, non, c'est pas mal. Donc là, on a ces 6 semaines. Donc là, nous avons tourné à Paris et proche banlieue. 3 semaines dans une maison que nous avions louée. Dans laquelle nous avons refait toutes les peintures. On a même supprimé un mur. On a modifié un peu la configuration de la maison en fait. Donc ça c'est un gros travail de déco qui a meublé toute la maison aussi. 3 semaines dans cette maison-là donc. Et puis les 3 autres semaines dans divers décors, des vrais décors. C'est-à-dire ça pouvait être un café, un restaurant existant, sur lequel on intervenait assez peu, quelques rues, de jour, de nuit, mais aussi des décors qui sont vraiment entièrement construits par l'équipe déco, pas en studio, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, ce qui se fait souvent, c'est de louer un grand espace, en fait, qui n'est pas forcément un studio. Par exemple, ça peut être un hôtel particulier désaffecté dans Paris, dans lequel on fait des bureaux, en fait, tout simplement. On fait des bureaux, on fait une chambre d'hôtel, on fait... je ne sais, on peut faire une classe, on peut faire plein de trucs, en fait, qu'on réunit comme ça, et d'une pièce à l'autre, on passe d'un décor à l'autre. C'est une configuration assez pratique. Donc voilà, on a fait ces 6 semaines-là. Alors, ces 6 semaines, c'est vrai, assez denses. Pour le réalisateur, c'est le moment, oui, voilà, le plus dense, parce que, et à la fois agréable, parce que je suis devant mes personnages, je les vois vivre devant moi, j'entends les dialogues qu'on a écrits pendant longtemps. Je suis dans les décors. Et voilà, il faut mener l'équipe. Chaque journée est vraiment très remplie, quoi. C'est vraiment optimisé au maximum. Donc il faut tenir ça. Diriger l'équipe, c'est-à-dire garder toujours le cap, en fait, de artistiquement ce qu'on veut. Voilà, moi j'ai préparé ma mise en scène avant, dans les mois de prépa qui précèdent. Moi, c'est vrai que je travaille. Je fais pas ce qu'on appellerait du storyboard au sens strict, mais je dessine un peu quand même des choses qui vont me servir pour le chef opérateur, pour l'ingénieur du son, pour le chef déco. Je fais des plans au sol aussi, parce que c'est vrai que j'ai une mise en scène qui est assez précise et qui est déjà présente dans ma tête dès l'écriture. Donc je suis assez capable de dire voilà, ça va ressembler à ça, et quand je visite un décor, on verra cette partie de la pièce, celle-là je m'en fous, donc ça me va bien, voilà. Ça peut changer un peu sur le moment du tournage pour des raisons parfois techniques indépendantes de ma volonté, ou parce que tout simplement on se dit non, là il nous manque ça et ça serait intéressant.
il faut avoir un peu prévu le coup, ou on se dit non mais c'est bon, on peut retourner la caméra là et c'est pas un problème en fait. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des journées qui sont chronométrées en fait. On commence en général, on dit prêt à tourner à 9h, donc ça veut dire qu'en général toute l'équipe est sur le plateau à 7h30, et à 9h c'est-à-dire qu'on est censé commencer à tourner. Voilà, jusqu'à 17-18h, et avec une pause d'1 heure, mais voilà, il faut que cette journée qui a été prévue sur le papier soit remplie. Sinon, soit il nous manquera des choses qu'on n'aura pas pu tourner, soit on dépasse, mais c'est très compliqué en fait. Si on reporte même un plan le lendemain, même si on est dans le même décor, le lendemain, la journée est encore plus dure à assumer. Mais ça arrive parfois, ça arrive parfois pour des aléas techniques en fait. Mais c'est vrai que c'est un moment quand même assez fort. Avec une équipe qui en général, les gens ils choisissent de participer à ce scénario, à ce film-là. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez fort de 30 personnes qui vont dans le même sens, avec la fatigue qui va avec aussi au bout d'un moment. Parfois des aléas techniques, météorologiques. Là, on pouvait, au moment où on a tourné, on était aussi éventuellement sous la menace d'un aléa qui était le virus en fait. Donc, c'est vrai que c'était un stress assez important. L'équipe était masquée, ce qui est très particulier quand même de tourner masqué, de ne pas pouvoir voir vraiment les visages des gens. Pour les comédiens, c'est difficile en fait. Et puis on était testé 2 fois par semaine. Et tout s'est bien passé. Mais il y a eu des tournages arrêtés en fait, parce que quelqu'un est malade, il faut s'arrêter 7 jours, etc. Donc c'était vraiment une période très très bizarre de tourner dans ce moment-là. Mais je pense aussi que ça a donné aussi à l'équipe une envie encore plus forte de dire beaucoup de leurs amis techniciens étaient à l'arrêt à ce moment-là, étaient chez eux. C'est une période quand même beaucoup de gens ont eu assez peur de dire comment on va redémarrer, comment ça va se passer, l'avenir professionnel. Là, ils étaient contents de travailler, plutôt que d'être dans une période chez soi un peu morose, quoi. Donc voilà, je pense que ça nous a aussi galvanisé d'une certaine façon, sachant qu'on avait quand même un budget qui n'était pas énorme, mais ça se voit pas à l'image. Je suis vraiment très content. Le film fait pas... il ne fait pas le budget qu'il a en fait. D'accord. Voilà, donc parce qu'on a été malin, parce qu'on a trouvé plein de solutions, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient talentueux tout simplement aussi. Donc voilà, après le tournage, on attaque le montage image, c'est-à-dire on assemble. Là c'est aussi c'est une période un petit peu de réécriture. Parce que finalement on commence par faire un montage dans l'ordre du scénario. Ce qui, dans mon cas, là, a fonctionné. C'est-à-dire que j'avais un film, au tout début, en bout à bout, j'avais 2h15, donc c'est un peu trop long de toute façon. Mais on commence toujours par cette étape, et puis on enlève. On dégrossit petit à petit, comme ça. Sans forcément couper des séquences entières, mais en fait, juste des débuts, des fins de plan. Et puis ça tombe très vite, en fait. On perd des minutes très, très, très vite. Jusqu'à arriver à peu près à 1h45, et là... là, on s'est dit, la structure telle qu'elle était sur le papier, elle fonctionne. C'est ça qui est très curieux. C'est pas la même matière. On a une matière écrite au début et la structure fonctionne, et puis une matière visuelle, audiovisuelle en fait, qui réagit différemment. Donc là, on se dit, tiens, si on intervertit telle séquence, si on met, je ne sais pas, si on met la fin au début, peu importe, on peut faire plein de trucs en fait au montage, et donc on réécrit. Et ce qui est assez, à la fois perturbant et assez magique, c'est que une séquence qui pouvait être la 10e séquence du film devient la 2e séquence du film. Elle prend une autre dimension, une autre couleur, une autre force, ou pas. Donc on essaye, on fait des essais comme ça. Donc on fait plein de versions comme ça du film en montage virtuel. C'est assez rapide, c'est assez maniable. Donc voilà, je travaille avec ma monteuse, on passe des journées à réfléchir, on fait des pauses aussi, où on revoit le film ensemble, puis parfois chacun de son côté. Parfois on montre aussi à des amis, à des gens de confiance, à des gens qui n'en savent rien, pour voir s'ils comprennent tout. On teste, et puis c'est aussi à moi de trouver le film que je veux faire. Et c'est assez étrange parce que ça...
évidemment, quand c'est le film qu'on veut faire, ça fait des années qu'on l'a en tête, mais on ne le voit pas tout de suite au montage. Il y a quelque chose, il faut s'habituer aux images, il faut s'habituer à, voilà, même si on est content de ce qu'on a fait, le montage, le film en lui-même, il vit déjà. En fait, des fois on dit, cette séquence, le film, il en veut pas. Il en veut pas, c'est assez mystérieux, mais ça, en elle-même, la séquence, elle est très bien. Les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème technique en fait. Mais simplement, elle ne s'intègre pas dans ces 1h30, 1h45 qui sont organiques en fait et qui rejettent en fait ce truc parce que voilà. Ce qui est compliqué, c'est que voilà, on joue aussi avec les émotions du spectateur. On travaille une matière qui est très fluctuante aussi selon qui regarde. Et donc on essaye de doser aussi, doser des choses en fait. On se dit, ah non, là on est trop explicite, là on l'est pas assez. Là peut-être c'est trop violent, là peut-être il faut y aller un peu plus. En fait c'est des dosages, et ces dosages ça se joue parfois à une seconde en fait dans un montage, à quelques images pour ceux qui ont l'habitude du montage, et donc ça prend beaucoup de temps. Donc là on a monté, la monteuse avait commencé à travailler un peu pendant le tournage, elle recevait les images chaque jour. Moi je l'ai retrouvée, elle avait pratiquement un bout à bout, et à partir de là on a commencé vraiment à malaxer tout ça. Et on a passé on va dire de mi-mars à pratiquement fin juillet, avec vers la fin des moments beaucoup plus relâchés en termes de planning quand même, parce qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir en fait. Voilà, et là, montage image quasi terminé, à la rentrée là je retouche des petites choses, après l'avoir revu, après avoir passé des vacances, etc. quoi. Mais voilà. Après on a le montage son, dans lequel on va intégrer donc parce qu'on travaille sur un son brut au tout départ, ce son va être nettoyé de tous les parasites éventuels, la voix va être plus affinée en fait tout simplement. Et puis on va poser des ambiances, on a du bruitage aussi, on fait du bruitage en studio. On va rajouter même ne serait-ce que des respirations en fait des comédiens, ce qu'on appelle des présences en fait. Simplement un bruit de chemise en fait, par exemple, parce qu'il y a une main qui passe sur une épaule. Il faut avoir ce son. C'est ce qui renforce en fait la matérialité des personnages, de l'image, la sensualité aussi. Donc on va rajouter des couches de sons, même parfois des sons infimes que le spectateur ne perçoit pas, et puis il n'est pas capable de l'identifier, mais ce qui va donner dans son ensemble quelque chose de vivant, ou de très fabriqué, ou de doux, d'effrayant, etc. Donc là aussi, on fait des dosages en fait. Donc là, je vais avoir 10 semaines de montage son quand même. Donc avec le monteur son, on va aller chercher des sons qu'on a enregistrés aussi au tournage, pris séparément. Et puis on va aller en chercher dans des banques de sons. On va aussi en refaire nous-mêmes, parfois, avec un micro, simplement comme ça, des petites choses même parfois quand on pose un verre, un truc comme ça, on refait, on se dit au tournage il est pas beau le son, c'était pas la priorité c'était les comédiens, et ben on va le refaire, on va faire un truc beau. Donc on a ça, et puis l'étalonnage qui est en gros pour le grand public du Photoshop appliqué au cinéma en fait, où là aussi je vais pouvoir dans le détail, grâce au numérique en fait, retoucher la densité de l'image, les couleurs, je peux changer toute la colorimétrie, vraiment, si ça a été en général au tournage, on se laisse le plus de possibilités possibles, oui, enfin de plus d'amplitude possible pour la post-production. Donc on peut changer beaucoup de choses, ou pas, garder de façon assez brute l'image qu'on a. On va peut-être effacer dans un coin un truc qu'on trouve un peu voyant finalement, qu'on n'avait pas bien vu au tournage. Voilà. Dans ce film j'ai des effets spéciaux, donc il y a aussi la finalisation tout l'automne des effets spéciaux. La musique que j'ai déjà travaillé tout le long du montage d'image avec le compositeur.
On a fait des maquettes qu'on a posées, on a fait quantité de maquettes, énormément de maquettes. On les pose à des endroits où on se dit on a besoin de musique. Finalement, cette musique, on la met sur une autre séquence, ça marche mieux. Et puis il y a des musiques qu'on écarte ou qu'on retravaille. C'est un long boulot aussi, une sorte d'écriture aussi en fait. Et là, à l'automne, vient le moment où on a décidé que la musique, il y en aurait sur telle séquence, ce serait tel morceau. Il va falloir l'enregistrer avec des musiciens, donc ce ne sera pas de la musique synthétique. Et donc, elle va s'adapter un petit peu aussi, et on va la reposer dans le montage. Puis ensuite vient le mixage, où on va donc travailler les niveaux de toutes ces strates de son qu'on a posées. Et voilà, ça c'est un peu les derniers moments de travail sur un film. C'est crucial parce que le niveau sonore d'une voix, d'une musique peut changer aussi, encore là aussi, la coloration d'une scène. Donc en fait, il faut toujours garder le cap et en même temps pas s'interdire de se dire ah tiens, mais si on essaie ça, ah c'est bien ça. J'avais pas pensé, mais là je gagne un truc, je gagne une autre dimension dans la séquence par exemple. Voilà, le film gagne encore des pourcentages en fait, jusqu'à aller à 100% de sa force quoi. Donc voilà, et ce moment de mixage pour moi il interviendra fin d'année, début d'année 2022. Et puis ensuite viendra le moment de la sortie. Alors actuellement je ne sais pas exactement à quel moment il sortira. Donc en 2022, c'est le distributeur qui choisit la date de la sortie. Nous, la production, le réalisateur n'a aucun avis à donner là-dessus. À ce moment-là, il y a aussi tout un processus. C'était une fabrication de bande-annonce qui n'est pas non plus fabriquée par le réalisateur, qui est fabriquée par des réalisateurs de bande-annonce en fait, qui regardent le film et qui ont l'habitude de prendre des séquences clés, des choses fortes visuellement, etc. Et qui montent selon les modes, qui varient aussi au fil du temps. Une bande-annonce qui est soumise au réalisateur, mais dont la validation définitive n'est pas indispensable. Fabrication d'une affiche, pareil. Sur l'affiche, c'est soumis au réalisateur, mais ce n'est pas de veto non plus. Donc, parce que, encore une fois, à un moment, un distributeur, il a un produit à vendre. Donc, je sais que certains réalisateurs ne sont pas très contents de l'affiche qu'ils ont, de la bande-annonce qu'ils ont. Ils peuvent avoir l'impression que ça ne reflète pas exactement leur film. Et parfois, on leur dit oui, mais c'est pas non plus mensonger et c'est un peu plus vendeur. Bon, voilà. Et c'est le jeu du commerce, en fait. Vient le moment de la sortie. Il y a le moment important à 9h à Paris, aux Halles, à l'UGC Les Halles, où il y a tous les distributeurs, qui est de regarder en fait qui est venu à la séance de 9h. Et ça donne déjà le là en fait. Vous avez pour un film américain peut-être, 112 places vendues à 9h. Pour un film attendu, un film français un peu attendu, 84 places. Et puis un documentaire un peu qui peut être un peu pointu, 12 places. Mais ça donne en fait une tendance. Puis il y a le 14h là c'est le grand public vraiment. En général les tendances de 9h se confirment, avec des chiffres tout à fait autres évidemment, mais voilà, et la vie d'un film se joue vraiment jusqu'au dimanche soir. D'accord. Puisque en fait c'est le lundi matin que tous les exploitants, toutes les salles de cinéma refont leur programmation pour le mercredi. Donc le mercredi il y a des nouveaux films qui arrivent, il faut faire de la place. Donc il y a ceux qui ont fait moins d'entrées qui souvent passent à la trappe. Ou parce qu'un film est déjà en exploitation depuis quelques semaines, il a rempli, on va dire, il a fait le plein de spectateurs, il sort pour donner une place à un autre film. C'est toute une bataille et c'est pour ça que du mercredi 9h au dimanche soir 22h, il faut faire le plein absolument d'entrées pour pouvoir rester en deuxième semaine, puis rester en troisième, en quatrième, etc. Sachant que la vie d'un film en salle aujourd'hui, elle est de plus en plus courte, quoi. Elle est de 3 semaines. Ça se joue sur les 3 premières semaines, en fait.
Et puis plus tard, à ce moment-là, on peut faire des rencontres avec le public, ce qui sont des choses moi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, discuter avec les spectateurs du ressenti face à un film. Puis je pense que on doit aussi aux spectateurs d'être là, de montrer le travail, de discuter, de les écouter, voilà, c'est parce que sinon c'est assez abstrait. Hein, on voit jamais les spectateurs. Quand ça passe à la télévision, on sait pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un peu, on reçoit des messages, genre j'ai vu, je suis tombé par hasard dessus, voilà, et ça c'est super. Ou dans les festivals, à l'autre bout du monde, il m'est arrivé de recevoir des messages d'Australie pour des courts métrages qui passaient, dans un court métrage qui a fait le tour du monde, quoi. Ça c'était super, mais sinon, voilà, il faut qu'on a envie de voir les spectateurs, de voir qui sont les spectateurs en fait. Est-ce que c'est des jeunes, des vieux, plutôt des hommes, des femmes, comment ils en parlent? Sinon, ça reste vraiment très 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 bizarre, très abstrait, quoi. Comme les écrivains ont envie d'aller faire des dédicaces, etc. On a besoin de ça, en fait. Donc voilà tout ce parcours qui se fait sur plusieurs années, quoi, en fait. Puis une fois qu'on a fini ce parcours, il faut recommencer. Voilà. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Sébastien Bailly. Ouais, c'est super intéressant, c'est vrai que ça fait pas mal d'étapes. Alors pour revenir un petit peu sur une des étapes, c'est le choix des acteurs. Le choix des acteurs est super important. Toi, comment ça va se passer? Tu vas, au moment de l'écriture, penser à un acteur ou une actrice particulière, ou alors tu vas écrire des personnages et après il va y avoir un casting particulier? Alors, pour les courts-métrages, il m'est arrivé d'écrire pour des comédiens que je connaissais. Je me disais, voilà, c'est un rôle intéressant pour lui ou elle. Mais aussi, quand j'ai fait des courts-métrages, il m'est arrivé la déconvenue de finalement, on ne trouve pas dans le planning, on n'y arrive pas. La personne peut être au théâtre au moment où on doit tourner ou à plusieurs tournages et en fait, on cherche dans tous les sens, on n'y arrive pas. Donc, il faut remplacer. Donc, c'est vrai que c'est un truc bizarre d'avoir imaginé longtemps ou même moins longtemps quelqu'un et puis de se dire, mais non, ça va être telle personne. Alors, bon, on peut réécrire un peu ou pas. Voilà. C'est un exercice un peu difficile et j'ai eu cet exercice à faire sur le long métrage. Hein. J'ai eu un casting qui a changé dans les 6 mois précédents de tournage en fait. Hein. Donc, pour des raisons de planning. D'accord. Des raisons de planning, surtout qu'on était dans une période en plus un peu compliquée là, dans les mois qui ont précédé, hein, ça a été complexe. Des incertitudes, des plannings qui bougeaient tout le temps parce qu'en fait des tournages reportés. Tout ce qui n'avait pas été tourné en printemps 2020, tout s'est bousculé sur l'automne 2020. Donc là, des plannings de dingue, où les gens enchaînaient les tournages parce que voilà, il fallait tourner. Et donc je devais même tourner à l'automne et pas en février, mais on a été dans une période tellement complexe qu'en fait tout a été assez bousculé. Donc je change de casting et donc j'ai proposé le film à Julie Gaillet. Je cherchais une comédienne entre 45 et 50 ans, c'était le rôle, pour jouer une actrice. J'ai pensé à diverses personnes, mais j'ai pensé à elle, que j'avais vue dans pas mal de comédies en fait. Mais aussi au début de sa carrière, je l'avais vu dans pas mal de films d'auteur, dans des choses où il y avait plus d'émotion. Et je me disais, mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'on lui propose plus ce genre de choses. Bon, je vais tenter. Le film étant vraiment centré sur son personnage à elle, d'actrice, et c'est vraiment un film sur le couple, mais qui a aussi un aspect film de genre, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel il y a du fantastique. Son personnage se transforme, etc. Bon, voilà. Et puis finalement, je lui fais passer le scénario et elle le lit, on se rencontre. Je l'avais croisé comme ça, mais on s'était jamais parlé plus que ça. On s'était croisé dans des événements. Et je me dis, mais c'est vraiment le personnage que j'ai devant moi, en fait. Je sens que, je dis pas que le personnage c'est elle, mais elle a l'envergure, elle a la stature de l'actrice qui approche la cinquantaine. Physiquement elle assume ça aussi, d'avoir bientôt 50 ans et elle a très envie de le faire, donc je me dis
bon, bah, c'est génial, j'ai trouvé. Pour le rôle principal masculin, bah, pareil, changement de planning avec un comédien avec qui je devais faire le film depuis assez longtemps déjà. Et donc je reviens à mes premières réflexions, c'est-à-dire 2 ans avant, à qui j'avais pensé et à qui je n'avais pas proposé puisque j'avais eu l'accord d'un des premiers à qui j'avais proposé. Et donc Benjamin Biolay lit très vite. Ça s'est fait en une journée. Hein. Voilà, au milieu du scénario, il m'envoie un texto, il me dit j'aime déjà énormément. Donc en fait, bon, voilà, 2 heures après, il me dit non mais c'est bon, j'ai fini le scénario, voyons-nous vite. Moi je le fais. Voilà, je veux le faire. Donc on se rencontre, ça se passe très très bien. Je précise qu'en plus, pour ces comédiens-là, l'enjeu n'était pas financier parce que c'est pas un film financé de façon parfois ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Enfin, ils font aussi des premiers films, mais voilà, ils sont pas dans l'intérêt n'était pas purement financier pour eux. Quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnages leur plaisaient. Et puis voilà, ils m'ont fait confiance, donc. Voilà, ça a été. Puis, troisième personnage, quand même, c'est Agathe Bonitzer, qui est une comédienne que moi je connaissais déjà dans la vie, etc. Et qui a déjà une carrière. Elle a commencé très jeune, elle n'était même pas adolescente, elle a commencé à tourner dans les films de ses parents, etc. Mais voilà, et donc une comédienne très singulière que j'aime beaucoup, qui a un visage très très particulier, qui est très étonnante et qui a une immense justesse. Donc voilà, j'avais mon trio. Puis ensuite, pour les seconds rôles, j'ai fait des castings, j'ai rencontré des gens, j'en ai vu plusieurs, j'en ai revu, etc. Voilà, ça se construit comme ça finalement dans les tout derniers mois, quoi. Mais c'est vrai que j'avais envie, pour les rôles principaux, d'avoir des comédiens identifiés. J'aurais pu aussi choisir des gens qui pourraient être aussi de très bons comédiens, mais pas identifiés du grand public. Moi, j'avais cette volonté-là, quoi. D'aller vers le public avec des comédiens. Et je pense que ça va être surprenant. Je pense que les gens vont être surpris des rôles composés par Julie et Benjamin, en fait. Ils vont les redécouvrir, vraiment. Voilà, donc ils sont très contents d'avoir fait le film. Ça s'est très bien passé. Non, voilà, je suis très content. Et c'est très curieux parce qu'un casting que j'avais imaginé 2 ans avant et qui était ce qu'il était, et qui était très bien aussi, mais à la fois assez différent. Finalement, je fais le film avec d'autres comédiens, et c'est très bien aussi. Ça a modifié peut-être un tout petit peu une nuance du film, mais c'est bien, en fait. Donc voilà, on s'adapte. On découvre d'autres choses avec d'autres comédiens. Et voilà, c'est la vie d'un film. Dans l'histoire du cinéma, il y a tellement de films qui, à la base, devaient être joués par tel ou tel comédien. Et parfois des comédiens qui finissent par ne pas faire le film, parfois une semaine avant, voire la veille. On m'a raconté des histoires incroyables. Moi, heureusement, j'ai quand même eu... ça s'est passé dans les mois précédents, mais... Voilà, donc un film, ça s'est fait de choses très précises, très imaginées, très écrites, très travaillées, préparées, et puis aussi de choses qu'on maîtrise moins. Et voilà, on essaye de naviguer avec tout ça, avec un peu de pression, parce que ça coûte un peu cher, parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur, parce qu'il faut qu'on soit content du film qu'on ait fait à la fin nous-mêmes, mais aussi tous les gens qui nous ont fait confiance, qui ont financé, qui ont participé, travaillé dessus, quoi. Voilà, donc j'arrive bientôt à la fin de ce parcours-là. Et après, j'espère repartir dans une autre aventure. Une autre aventure, ouais. Alors pour parler un petit peu effectivement de ce projet, parce que c'est vrai que tu as parlé de l'évolution, mais c'est vrai que pour donner un petit peu goût aux auditeurs, le pitch de ce film qui s'appelle Comme une actrice, donc il y a Anna, qui est jouée par Julie Gaillet. C'est une comédienne d'environ 50 ans, qui vient d'être quittée par son mari, qui est joué par Benjamin Biolay, et qui, par le biais d'une autre personnage, va essayer de reconquérir son mari. Elle va prendre d'autres visages pour pouvoir tenter des approches auprès de son ex-mari en tout anonymat. C'est une vision, effectivement, que tu as eue en commun avec tes autres
courts-métrages que tu as pu faire. J'ai vu quelques points communs effectivement avec les courts-métrages que tu as pu faire auparavant. C'est effectivement ce côté réaction et sentiment féminin. Ce ressenti féminin sur les rencontres, sur les situations, des choses qui sont assez précises comme ça. C'est un sujet, j'ai l'impression, qui te touche particulièrement. Pourquoi ce point commun ? Moi, si je l'ai vu, effectivement, peut-être que d'autres le verront. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ça te touche autant ? Alors c'est vrai que les courts-métrages étaient essentiellement centrés sur les personnages féminins, le personnage principal féminin, le long-métrage aussi. Alors, pourquoi je ne saurais pas vraiment facilement le dire. Sans doute parce que l'altérité m'intéresse, sans doute parce que je trouve que c'est plus riche de s'intéresser à des personnages qui sont un peu différents de moi forcément, et en même temps je me reconnais dedans. Je le vois après, en ayant terminé les films en fait. Il y a plein d'actrices que j'ai envie de filmer aussi, tout simplement. Je trouve que c'est intéressant aussi de travailler des personnages féminins forts. Il y en a dans l'histoire du cinéma, mais il faut reconnaître que la majorité quand même, si on regarde les premiers rôles dans l'histoire du cinéma, sont tenus par des hommes. Et je pense que ça permet, du coup, si on adopte un autre point de vue, de revisiter un certain nombre d'histoires aussi. Donc là, c'est une histoire qui est très centrée sur le couple dans sa durée. C'est un vieux couple, entre guillemets, ils sont ensemble depuis 20 ans. Qui est un peu à bout de souffle, donc et qui vont essayer de renouveler en fait un peu le cœur de ce qui a pu les unir, puisqu'elle va se transformer en fait physiquement, prendre l'apparence d'autres femmes et d'une en particulier, et avoir une histoire avec son ex-mari, quoi. Je sais pas comment dire. C'est vrai que j'aime les histoires aussi. Même dans les cours, c'est pas des courts-métrages fantastiques, mais il y a des petites choses qui frisent le fantastique un petit peu, où on est on en sort un peu onirique, très légèrement. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire des films de genre absolument, quoi. Donc j'aime bien ce mélange en fait d'étrangeté et de choses qui sont tout à fait dans le réel en fait. Je sais pas, c'est un goût assez personnel qui vient sans doute peut-être de lecture ancienne, de ce que j'aimais parfois chez Maupassant, chez Edgar Poe. C'est des choses qui m'ont assez marqué et j'aime bien qu'il y ait une petite pointe de fantastique, d'onirique, sans tomber j'espère en tout cas, dans une poésie un peu mignonnette, un peu jolie. Il faut tordre un peu le truc quand même, quoi. Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Et puis le fantastique, ça permet c'est-à-dire que si le spectateur il accepte et au cinéma en général il accepte, quoi, que c'est pas le réel et que oui, se transformer, prendre l'apparence d'autres personnes, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave, c'est un pacte avec le spectateur. Comme on accepte que les personnages de Star Wars, ils sont dans un autre truc et en même temps on s'y attache en fait. On les aime en fait. Donc ça permet de renouveler les histoires, ça permet de revisiter en fait, ça permet des fantaisies qu'on peut pas avoir dans la vie réelle. Mais c'est comme un conte. C'est le et si. Et si je pouvais me métamorphoser, si je pouvais prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que j'en ferais ? Quelles seraient les conséquences ? Etc. Et c'est vrai que du coup le film a une forme assez métaphorique en fait. Et je pense que le spectateur il y retrouve des choses de lui, de son histoire, de son vécu, ou des choses qui sont différentes de ce qu'il a vécu. Mais l'aspect fantastique, lui permet aussi de mettre à distance avec la réalité. Moi j'ai pas envie de faire des films purement réalistes en fait. Même si la réalité sociale est importante pour moi, dans ma vie de tous les jours, la réalité sociale, politique, etc., c'est très important. Je me sens pas obligé de faire des films comme ça. Il y a un court-métrage où j'évoque l'histoire de France, etc., que j'avais tourné à Tulle, mais dans lequel aussi je fais un peu décoller. J'essaye de pas rester que au niveau du réel.
Non, mais voilà, moi, je me sens pas obligé de rendre compte ni de l'époque. Peut-être je ferai, il y a des sujets qui m'intéressent, mais il faut trouver la bonne forme. Voilà, quand j'ai fait un court-métrage en fait sur un personnage qui une jeune femme qui porte le hijab, qui est voilée, qui a les cheveux voilés simplement, dont on voit le visage en fait. C'est vrai que c'est un sujet de société qui m'intéressait. Mais si j'avais pas trouvé la forme pour en parler, c'est-à-dire le fait qu'elle soit étudiante en art, qu'elle s'appuie sur un tableau pour expliquer qui elle est, pourquoi elle porte ce hijab, j'aurais pas fait. Il fallait qu'il y ait une façon visuelle de parler de ça. Donc j'ai trouvé, je me suis dit, donc d'accord, ça vaut le coup de le faire. Et puis si ça permet à des gens de voir ça autrement, de les juger moins violemment, c'est bien, tant mieux. Je crois que ça a été le cas pour pas mal de spectateurs, donc c'est super, mais voilà, j'ai aussi envie de faire des choses qui sont assez proches de l'imaginaire, quoi. Voilà. En tout cas, dans un mélange un peu des deux, qui est troublant, qui me plaît. Qu'est-ce que l'inspiration va... Comment tu vas guider effectivement... Enfin, comment ton inspiration va guider effectivement tes différents choix et quel est les éléments de culture ou pas, peut-être les rencontres, les situations, les discussions que tu peux avoir avec ton entourage qui vont faire que les idées de création vont se préciser petit à petit. En clair, quelles sont tes inspirations pour tes créations, quoi? Ouais, alors les inspirations, c'est très bizarre, hein. L'idée d'un film, c'est presque qu'elle vous tombe dessus comme ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, après on l'affine, on la retravaille, ou on la jette parce qu'on se dit bah non, ça tient pas debout, c'est pas très intéressant, ou moi c'est pas mon truc en fait. Bon, voilà. Mais ça vient un peu comme ça. C'est très curieux. En fait, je crois surtout qu'il faut pas trop chercher, il faut faire confiance et se dire il y a un film qui va arriver. Enfin, c'est presque comme si les idées choisissaient les gens en fait. C'est David Lynch qui raconte ça. Il dit les idées sont dans l'air. Et puis elles choisissent d'être travaillées par vous, ou d'être abritées par vous, quoi. Et je pense que c'est assez vrai, même si ça paraît un peu comme ça ésotérique. Il y a un truc comme ça en fait. Donc c'est difficile de dire comment ça vient. Ça peut venir je pense, parfois d'une image, parfois d'une discussion, de somme de discussions. Après, tout me sert, moi. Moi, j'adore qu'on me raconte, que les gens me racontent des histoires. Si je pouvais, je ferais des interviews de plein de gens, en fait. Je trouve ça passionnant, en fait, de savoir comment les gens perçoivent les choses, la vie, ce qui les intéresse, et jusqu'à pousser, voilà, de journaliste à psychanalyste, on va dire. Voilà, où on peut pousser très très loin. Et c'est vrai que voilà, beaucoup de gens me racontent leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, etc. Et moi, ça me sert, forcément, parce qu'on travaille quand même sur du matériel humain, en fait. Alors, souvent des sentiments, même un film d'action, il comporte aussi ça. Enfin, ce qui est humain en nous, ce qui nous fait nous émouvoir, le sentiment de justice, d'injustice, ce qui nous touche. Donc en fait, il faut, je crois que toute personne qui écrit a besoin de se nourrir de plein de gens en fait. Donc oui, moi j'adore qu'on me raconte plein de choses en fait, et je creuse, je pose des questions, et puis ma propre vie, quoi, mes propres expériences, et on y réfléchit, on travaille, et puis on essaye de le rendre sous une forme cinématographique. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire comment viennent les idées. Là, l'idée de ce long métrage, je pense qu'elle vient de quelque chose qui, en fait, est relativement commun à plein de gens. C'est-à-dire, si vous pouviez prendre l'apparence c'est un fantasme, voilà, qu'on peut tous avoir de quelqu'un d'autre. Et tiens, si j'allais, du coup, sous une autre apparence, voir si ma partenaire est fidèle ou pas, ou je ne sais, ou simplement je pourrais aller parler à quelqu'un de façon très très libérée, puisque ce ne serait pas à moi qui parle, il ne serait pas qui me parle à moi. Ça part de cette idée-là, et puis après on dit tiens, voilà, c'est un couple, etc. C'est difficile de dire comment ça vient. C'est un peu miraculeux quand même, parce que je trouve que surtout quand on se dit ouais, j'ai trouvé une idée qui est quand même assez originale, qui est assez excitante,
dans laquelle il y a des choses qui vont surprendre le spectateur, bah ouais, on est content quand même, parce que sinon on peut aussi... Enfin, des idées nulles, on en a plein, hein. Je veux dire, ou des idées où on se dit, ah oui, non mais en fait ça c'est... Ah oui, mais c'était le film que j'ai vu. Voilà. Après, des histoires, il n'y en a pas des milliards en fait, ce sont que des déclinaisons, hein, toujours, donc après on peut se dire, c'est pas grave, ce film racontait ça comme ça, moi je vais le raconter autrement, ou de notre point de vue. Voilà. Mais quand on a trouvé un truc vraiment original, ouais, on est content. Sur le court-métrage là, de cette jeune femme qui porte un voile, quand j'ai trouvé la forme, c'est-à-dire qu'elle allait s'identifier à un tableau qui est au Louvre, je me suis dit, bah ouais, ça c'est bien, ça c'est fort. Sinon, je fais bêtement le truc en faisant parler mon personnage, en disant, voilà, je porte le hijab parce que ci, parce que ça. Bon, pourquoi pas, on peut le faire, hein, mais le petit plus, c'est de trouver des... Voilà. Et là, dans ce long métrage, c'est de parler du couple, de l'usure du couple, du renouvellement, de ce qui compte dans le lien entre deux personnes, bah, de façon métaphorique, en passant par un aspect un peu fantastique. Et là, on se dit, ah, bah, c'est bien ça, voilà, on est content. Bah, en gros, l'idée, hein, quand même, pour moi, c'est d'essayer d'éviter de faire un mauvais téléfilm très didactique, où tout est dit, où il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de... Voilà, quoi, où il n'y a pas de mise en scène, enfin voilà, c'est... Moi, je trouve malheureusement que les formes qu'on nous propose à la télévision, ou même dans certaines séries, parfois, pas toutes, hein, mais je trouve ça un peu pauvre, parfois. Donc il faut essayer... Et puis, bon, le spectateur, il veut un peu de spectacle, il veut vivre des trucs. Il faut quand même... il faut le surprendre, il faut l'émouvoir, il faut lui faire peur à des moments, le faire rire éventuellement. Et donc il y a une forme de spectacle. Visuellement, moi j'attache beaucoup d'importance à l'image. Dans le long métrage encore plus, puisque voilà, on va vraiment... À un moment, le film bascule en 20 minutes vraiment dans du fantastique. Un peu gore même. Voilà, donc il faut qu'il soit surpris et qu'il y ait un plaisir visuel, auditif. Ça reste du spectacle quand même. Même si moi je peux aimer aller voir des films de Bergman. Oui, j'aime beaucoup Bergman. Et quand même visuellement, il y a des choses très très fortes en fait. Très très belles. Parce qu'il sait que le spectateur, c'est des petits bonbons pour le spectateur. On a besoin en fait de ça. Maintenant on peut faire des films moches, hein. Il y en a plein. Voilà. Mais moches, bâclés, avec des personnages un peu pas travaillés. Je dirais que c'est un peu la même différence que d'aller dans un restaurant gastronomique sans être un restaurant étoilé, hein, et au McDo. Voilà. Je crois qu'on préfère aller dans un restaurant où la cuisine est faite vraiment là, sans que ce soit très cher en fait, plutôt que de manger un truc industriel. Enfin, moi je peux aimer aller au McDo de temps en temps, mais pas tout le temps, voilà. Et je peux aimer voir un film américain un peu bête de temps en temps, mais j'ai aussi envie de voir des choses qui sont très travaillées. Voilà, parce que c'est un artisanat aussi. Moi, je considère qu'on fait des films vraiment comme des artisans. On les polit, on les façonne jusqu'au bout, hein, jusqu'au mixage, jusqu'au choix de la petite clochette là-bas au fond, comment elle va teinter, etc. Tout. Et tout ça pour le spectateur, pour lui faire vivre une expérience très particulière. Voilà. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Sébastien Bailly. Le cinéma français, le cinéma en France, et malheureusement, tu me corriges si je me trompe, mais est souvent du fait que effectivement le cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur, parce qu'il traite un sujet effectivement de société, et donc on parle de cinéma d'auteur, et malheureusement souvent considéré comme un cinéma un peu élitiste, un peu malheureusement pas forcément accessible à tout le monde. Je parle de cette... je parle pas forcément des comédies, même si certains ont droit à ce jugement-là, mais peut-être parfois pour le commun, on va dire, des mortels, et un peu considéré comme un cinéma malheureusement un peu chiant, ce que je trouve pas du tout, hein. Il peut y avoir effectivement une précision, une recherche effectivement d'idées qui dépasse un petit peu le premier plan. Est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une vision que tu remarques aussi, le fait de qu'il y ait cette idée de la plupart comme une dévalorisation un peu de ce cinéma français?
Alors, oui, enfin, je comprends, mais je pense que les torts sont partagés entre le public et les professionnels. C'est-à-dire que j'ai l'impression, malheureusement, que peut-être qu'on n'a pas toujours fait l'effort en cinéma français de proposer des histoires un peu surprenantes, étonnantes, de pas toujours avoir mis une attention particulière à la forme, à l'image, au visuel. Ça, c'est vrai. Et je pense aussi que le spectateur français est un peu resté sur cette idée-là et n'a pas toujours la curiosité d'aller voir à nouveau et de se rendre compte que quand même il y a du chemin qui a été fait. Il y a des gens qui s'emparent du genre beaucoup plus que moi encore. On l'a vu là avec Titane de Julia Ducournau qui remporte la Palme d'Or, qui est un film de genre. Son premier film était un film de genre aussi. D'autres réalisateurs, il y a pas mal de réalisateurs en fait ces dernières années qui se sont emparés du genre, que ce soit un peu fantastique, gore, ou aussi le polar qui est un genre, ou du film noir pour raconter des histoires différemment. Le public n'a pas toujours la curiosité parce que je ne sais pas, soit il a pu être en effet déçu et chaudé par certains films français, je peux comprendre. Donc j'ai l'impression que parfois il y a un petit manque de curiosité, malheureusement. Donc je dirais que c'est un peu... Il y a une espèce de... Voilà, j'ai l'impression que parfois le public en France et les professionnels se regardent un peu avec méfiance. Mais quand même, il y a pas mal de films qui essayent quand même de plus en plus, quoi, de proposer une expérience visuelle forte, une attention à ça de plus en plus. Bon, alors je sais pas, mais dans le cinéma français en fait il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout et c'est ce qui fait notre grande qualité, je trouve. Il y a des films d'auteurs donc qui s'emparent du genre, mais aussi des films d'auteurs qui restent dans le réel, limite proche du documentaire. Moi tout m'intéresse, j'ai des préférences, mais tout m'intéresse, donc je regarde pas mal de choses. Évidemment j'ai des préférences normales, mais je ne rejette pas les choses qui sont à l'autre bout du spectre de ce que je fais, parce que je vois le travail, je vois comment c'est fait, et je peux dire que oui, il y a vraiment du boulot pour un certain nombre de films. D'autres, je dirais, bon, peut-être qu'il y a un peu moins de boulot, il y a un peu moins d'exigence, parce que la télévision aussi a une grosse influence sur la production cinématographique, puisqu'elle finance. Et la télévision, malheureusement, elle veut un film qui est montrable à 20h50. Donc ça veut dire qu'on va enlever, pour un film français, de la violence, du sexe, certains sujets tabous. À partir de là, on se retrouve avec un truc un peu fade souvent, de sujets qu'on a déjà vus, revus, rebattus, voilà quoi, ou des comédies qu'on a l'impression d'avoir vues 1000 fois en fait, qui ne sont pas réussies. C'est très dur de réussir une comédie, c'est vraiment très 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 dur, il faut être très doué. Mais la télévision a besoin de nourrir ses grilles, et si finalement on leur propose une énième comédie un peu sociologique ou sociale, avec Christian Clavier, ils prennent. Parce qu'ils savent que de toute façon ça fera toujours un certain nombre d'audiences, de gens qui sont affalés dans le canapé et qui faute d'autres choses regardent ça en fait. Donc on est voilà, moi je sais que moi j'ai vu, on a fait des rendez-vous avec les chaînes de télévision, c'est très difficile. Ah oui mais ça, moi je peux pas le mettre à 20h50, c'est assez minuit. Et bizarrement ils sont pas aussi durs avec un film américain. C'est vrai qu'un film américain montrera pas la violence exactement de la même façon peut-être qu'un français. Les scènes de sexe seront différentes aussi, mais il y en a dedans pourtant, mais c'est accepté plus quand c'est codé d'une certaine façon par les Américains que par nous. Donc c'est très compliqué, donc en fait on est un peu battu par ça quoi. Et non, moi j'ai envie de dire soyez curieux. Alors les gens vont me dire ouais mais aller au cinéma d'abord ça prend du temps, c'est cher. Oui, mais aujourd'hui, vous avez, même sur Netflix, en fait, vous avez quelques films français. Je dis pas que la programmation de Netflix est géniale. Malheureusement, c'est pas encore ça. Mais il y a quand même des films français, il y a des choses à voir. Donc, là, ça vous coûte pas grand-chose. Et puis, si vraiment ça vous ennuie, au bout de 30 minutes, vous arrêtez. Et peut-être vous allez découvrir des trucs, vous allez être étonné, en fait. Donc, il faut un peu de curiosité.
Et peut-être aussi essayer d'aller vers d'autres choses, des choses qui sont familières en fait. Je sais, c'est rassurant de se dire ça, j'avais bien aimé telle comédie avec tel acteur, je vais aller voir. Oui, mais non, allez voir autre chose aussi, et pas forcément des comédies. Et combien de fois des gens m'ont dit, je suis tombé par hasard sur un truc, dis donc, quand c'est sorti, ça m'avait pas du tout parlé. En fait, je vois le film d'auteur, hein. Des gens qui sont pas spécialement des cinéphiles, qui me disent, en fait, j'ai été cueilli, quoi. Ouais. C'est vachement beau, c'est vachement bien. Ça m'a... Voilà. Mais parce que le hasard a fait que... Et donc il faut être curieux, parce qu'il faut déjouer, en fait, l'algorithme de Netflix. Il faut déjouer le marketing, les choses qui vont vous arriver en tout premier, spontanément, parce que vous êtes dans telle ou telle bulle, sphère, etc. Donc... Il faut faire cet effort-là, en fait. Et moi, ça vaut pour tout, hein, en fait. Hein. Mais non, il y a... D'abord, le cinéma français est un des plus prolifiques au monde. Que les gens se rassurent, encore une fois, pas que grâce à leurs impôts. Et un des plus appréciés, un de ceux qui s'exportent le plus. Il y a les Américains, il y a les Indiens, mais c'est très local, hein, mais les Indiens produisent énormément de films. Ils font beaucoup d'entrées. Et puis, il y a le cinéma français. Et c'est aussi un élément de notre culture. C'est-à-dire qu'à l'étranger, c'est considéré aussi un peu, certains films en tout cas, une palme d'or, un film qui a été remarqué aux Oscars, dans des grands festivals, ou certains auteurs très connus. Jacques Audiard, par exemple, c'est considéré comme... C'est du cinéma français, accessible... Et c'est comme un sac Vuitton, quoi. Voilà, quoi. Donc ça fait partie de notre savoir-faire. Parce qu'il y a eu Truffaut avant, parce qu'il y a eu il y a Godard aussi, il y a toute une lignée comme ça qui parle plus ou moins. C'est la France, voilà. Donc c'est un peu dommage de le bouder, quoi. Après, évidemment, il y a des choses pas réussies, mais franchement, il y en a beaucoup de réussies et il y a une plus grande diversité qu'on l'imagine. On fait pas que des films, en effet, chiants. Voilà, en tout cas, on essaye de ne pas faire ça, avec des moyens qui ne sont pas les mêmes que les Américains non plus, parce que le marché n'est pas le même. Un film américain, le marché, c'est le monde entier, dans des proportions énormes. C'est-à-dire que le nombre de billets vendus va être énormissime, donc c'est des rentrées de centaines de millions potentielles. Un film français, même vendu dans le monde entier, ce sera forcément moins, parce qu'il y a la barrière de la langue, parce que culturellement, parce qu'on n'a pas des acteurs toujours mondialement connus. Donc c'est comme ça. Mais vraiment, il faut être curieux d'aller piocher, de faire mentir l'algorithme, quoi. Il faut être un petit peu actif sur son visionnage aussi, effectivement. Mais c'est super intéressant. Alors, en 2004, avec Catel qui les verrait, c'est ça ? Tu as l'idée, avec elle, de créer un festival de cinéma. Alors, on a un petit peu parlé dans l'introduction. Un festival qui va réunir des formats de films qui n'ont leur place nulle part ailleurs. Le court-métrage existe, le long-métrage existe, mais il y a effectivement un format de film qui est un peu, pas boudé, mais en tout cas qui n'a pas forcément sa place, que ce soit dans les diffusions au cinéma ou à la télé. C'est les rencontres européennes du moyen-métrage. Avant, c'était effectivement national, maintenant c'est devenu international. Tu n'es plus à la tête, mais tu es à l'origine. Comment est venue la création de ce projet? Comment ça se présente? Quel type de films sont présentés dans ce rendez-vous? Alors, avec Catel, on faisait le constat que beaucoup de films d'une durée un peu, en effet, intermédiaire, étrange, entre 30 et 60 minutes, existaient depuis les débuts de l'histoire du cinéma. Et il y avait il y a toujours une production assez importante partout dans le monde, en fait, de ces durées-là. Traditionnellement, les festivals de court-métrage programment des films en dessous de 30 minutes. Bon, pour des raisons tout simples, pratiques. C'est-à-dire que dans un programme d'une heure et demie, ça permet de montrer peut-être 4 ou 5 films, alors qu'avec un moyen-métrage, ça permet d'en montrer 2. Et donc, comme les gens ont toujours envie de montrer plus de choses, dire vous allez voir 5 films différents, des univers différents à chaque fois. Et
C'est des formats qui sont privilégiés en fait. Alors que ce format, entre 30 et 60 minutes, il existe depuis les débuts du cinéma. C'est-à-dire que c'était même le format majoritaire au tout début. C'est-à-dire dans l'art forain qui est le cinéma, on avait plutôt des films de 45 minutes. En fait, c'est des histoires de bobines en fait. Il fallait que les bobines qui étaient en pellicule à l'époque, je le rappelle, devaient pouvoir être portées par les bras d'un homme. Donc c'était pas des films d'1h30 encore à l'époque. Donc c'était plutôt des 45 minutes, parfois 30, etc. Et qui étaient donc programmés en salle, les gens allaient voir, et parfois ils allaient voir un double programme, 2 fois 45 minutes. Il y a plein de films dans l'histoire du cinéma qui sont sur cette durée-là. Et c'est vrai que dans les festivals, comme pour des raisons un peu pratiques en fait, comme je disais tout à l'heure, il y avait peu de place pour ces films. Et on s'est dit, un festival c'est un lieu fait pour faire des découvertes, pour voir des choses étonnantes, originales, des choses qu'on va pas voir à la télévision, qu'on n'irait pas voir spontanément. Donc à nous de mettre en avant ces films, de parier sur la curiosité des gens. Et donc on a préparé ce festival avec l'idée qu'il y ait une compétition donc, de films récemment tournés. On a invité les réalisateurs qui venaient à la rencontre du public, de la presse nationale qui est venue dès la première année. Mais aussi des films de rétrospective avec des thématiques ou des rétrospectives consacrées à tel ou tel cinéaste. Et puis un ciné-concert en plein air, des événements un peu festifs du coup, mais aussi des événements professionnels avec des tables rondes, des séances pour le jeune public. Donc on crée un événement qui sur 5 jours suscite la curiosité, où on vient voir des films. Alors parfois, on peut se dire, oui, je suis allé voir, on avait programmé, par exemple, tout simplement, Duel de Spielberg, qui est son premier film, qui est un film qui dure 1 heure et qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas si connu que ça, mais voilà, qui est dans ce format-là. Et puis aussi, des films muets, des années 30, des choses très très différentes, mais en les accompagnant aussi, en présentant les films, en les remettant dans un contexte, en précisant quel est le parcours du réalisateur, etc. Et à partir de là, on peut intéresser les gens, c'est-à-dire que les gens se disent pas, c'est pas pour moi, c'est bizarre, je connais pas bien tout ça. Non, après ils se laissent aller au plaisir de regarder des images qui bougent et qui leur provoquent des émotions. Donc c'était ça l'idée. Donc on a créé ce festival en effet en 2004. Festival créé au sein de la Société des réalisateurs de films, qui est donc une association qui regroupe tous les cinéastes français, qui organise la quinzaine des réalisateurs à Cannes depuis 1968. Et donc depuis 2004, elle organise aussi cet événement-là. Donc on a fabriqué cet événement pour ma part pendant 10 ans. J'ai fait 11 éditions, et j'ai passé le relais ensuite. Le festival existe toujours, tous les printemps, à Brive, en général au mois d'avril, même si les choses ont été un peu perturbées ces 2 dernières éditions, pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Donc je suis ravi que ce festival qui doit être, alors là, comme je pense que c'est la 18e édition l'année prochaine, ou quelque chose comme ça, je crois. Donc je suis ravi que ça continue et qu'il y ait toujours des jeunes cinéastes qui viennent présenter leurs films, qu'il y ait un public de curieux qui est fidèle, un public assez nombreux en fait qui va à ce festival-là, quoi. Donc l'idée c'était d'être aussi dans une forme de générosité, de montrer des choses qu'on a pu aimer, les faire découvrir, et voilà, c'est aussi ça la cinéphilie en fait. Moi j'aime toujours faire ça. Parfois je vais dans des lycées, je parle de films qui ne sont pas les miens, j'essaye d'expliquer la mise en scène. J'adore montrer un film d'Hitchcock et d'expliquer comment c'est mis en scène. C'est passionnant. Et parfois, les gens se disent, ah oui, tiens, tout est pensé. Oui, tout est pensé, ouais. Tout est pensé pour votre plaisir, pour votre déplaisir, pour avoir peur, pour pleurer, pour rire, etc. C'est un travail, c'est un art, voilà. Donc ce festival, il remplit cette mission, une mission de partage, d'éducation à l'image aussi. Voilà, moi j'étais ravi de le faire. Moi,
j'ai arrêté parce qu'à un moment, j'avais le sentiment que 10 ans, j'avais fait le tour. Et dans ce cas, il faut passer la main. Et j'avais aussi envie de prendre plus de temps pour me consacrer à mes films. Voilà. Très bien. C'est vrai que c'est un festival qui est connu partout en France. Tu l'as dit, c'est un festival qui reçoit des films de différents types. Il peut y avoir effectivement des documentaires, des comédies, des cinémas un peu plus d'auteur, comme on l'a dit. Qu'est-ce que ça va déclencher auprès des réalisateurs qui viennent présenter leurs films? Est-ce qu'il va y avoir effectivement... Bon, déjà, comme c'est un lieu de rencontre, c'est comme un petit peu les salons aussi, entre professionnels. Il peut y avoir effectivement des discussions, peut-être même des projets qui naissent par ces rencontres-là. Ça peut être intéressant aussi. Et est-ce que ça va effectivement déclencher d'autres choses à la suite de ce festival? C'est peut-être pas l'objectif premier, mais ça a pu au cours des années dessiner des choses. Oui. Je vais prendre un exemple, parce que je pourrais en prendre plusieurs, mais bon, je vais prendre celui-ci. Je pense à Guillaume Braque, qui est un réalisateur qui maintenant a fait plusieurs longs métrages, dans une certaine tradition très française. Je dirais qu'il va de Jacques Rosier à Éric Rohmer, un peu Chabrol, dont nous avons découvert le travail à travers un moyen-métrage qui s'appelait Un monde sans femmes, dont les rôles étaient interprétés par Vincent Macaigne et Laure Calamy, donc des acteurs qui en plus depuis ont fait un beau parcours, jusqu'aux nominations César, etc. Le film de Guillaume Braque, Un monde sans femmes, durait donc 50 minutes. Moi, je l'ai vu au moment où on préparait la sélection, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, en tout cas, on regardait beaucoup de DVD. Aujourd'hui, c'est des liens, mais peu importe. Donc, on regardait comme ça des centaines de films pour en retenir une vingtaine en compétition. Je vois ce film et je me dis, tiens, c'est un film assez... alors, pour le coup, là, qui est très dans le réel, très humble dans sa forme, mais avec des personnages extraordinaires, très bien incarnés, des personnages très bien travaillés, c'est d'une grande finesse. Et ça dit vraiment des choses sur les vies de tout un chacun, en fait. Il y a une vérité très forte qui émane du film. Donc voilà, on sélectionne le film. On se dit, voilà, le film n'est pas très impressionnant comme ça, mais on se dit, non, c'est un travail très très fin, très intelligent. Le film n'avait pas été repéré avant. Il avait été refusé par plein de festivals, y compris des festivals assez prestigieux. Nous, on le prend. Le film remporte le Grand Prix. Finalement, le film sort en salle. Un film de 50 minutes qui sort en salle, qui a une presse nationale dithyrambique. Presse nationale qui avait découvert le film à Brive. Donc en fait, c'est vrai que pour beaucoup de réalisateurs qui sont passés par et qui sont aujourd'hui les jeunes réalisateurs, enfin de notre génération là, du cinéma français, Brive a été pour eux le premier contact avec des journalistes du Monde, de Télérama, de Libération, des émissions de France Culture, de France Inter, etc. Donc c'est vrai que ça a permis de focaliser sur ce film-là et de lancer en fait la carrière du film après dans d'autres festivals, en France, à l'étranger. Faire une sortie DVD aussi très belle, qui a très bien marché. En salle, ça a vraiment bien marché pour un film de 50 minutes. C'est plusieurs dizaines de milliers d'entrées. Et donc, voilà. Et puis ça a permis à Guillaume Braque de le lancer, de faire d'autres films par la suite, des longs métrages. Voilà. Donc en effet oui, c'est le but d'un festival, c'est de faire découvrir des cinéastes. Le festival de Cannes tout simplement a aussi ce but là, puisqu'il y a aussi il n'y a pas que des réalisateurs qui ont une très très longue filmographie derrière eux. Donc le but c'est de faire découvrir, de faire ce lien entre la presse, les créateurs, et puis tout simplement entre les réalisateurs et le public. Voilà, parce que pour beaucoup là en tout cas par exemple dans ce cas là, comme le film avait été très peu vu en festival avant, le réalisateur Guillaume était très content de rencontrer du vrai public, d'avoir des réactions des gens. Donc ça pour lui c'est un moment inoubliable en fait. Il me dit mais voilà, moi Brive c'est cher à mon cœur parce que il s'est passé des choses très très fortes pour moi là-bas. Donc ouais, c'est ça le but, et puis en effet de faire se rencontrer les réalisateurs entre eux.
On se croise essentiellement dans les festivals, hein. C'est comme ça que naissent des amitiés, hein, parfois, qui font que parfois les gens vont travailler ensemble, écrire ensemble, voilà. Alors, les festivals sont des lieux de convivialité extrêmement importants pour une profession, comme tu le disais, comme pour comme peuvent l'être les salons, les congrès, etc. C'est un moment où, en effet, on a le temps d'échanger, parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose d'assez solitaire, pour les auteurs en tout cas, et que c'est un milieu très concurrentiel aussi. Donc c'est bien quand on se croise dans quelque chose de convivial, où chacun vient présenter son film, même si on est en compétition les uns avec les autres. Alors que le reste du temps, on est dans nos préoccupations, dans nos écritures respectives. Pour la majorité à Paris, parfois d'autres en province, mais on n'a pas toujours le loisir de se croiser tant que ça. Après, voilà, c'est des amitiés se créent et on se voit après, en dehors des festivals, etc. Mais c'est important ça aussi. C'est important de parler avec des cinéastes qui travaillent très différemment, qui ont des préoccupations très différentes, d'échanger, voilà, et puis de voir le travail des autres, quoi. D'accord. À l'origine, ce festival, tu me corriges si je me trompe, mais ne devait pas se faire à Brive. Il devait se faire à Toulouse, à ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui a fait que... Non, il devait pas... C'est-à-dire qu'on cherchait une ville. Quand on prépare un projet, on se dit, c'est quoi notre public, etc. Donc c'est vrai qu'on avait pensé à Toulouse parce que c'est une ville étudiante, incomparablement par rapport à Brive, évidemment. Même s'il y a des étudiants, mais c'est pas le même nombre. Et on s'était dit, voilà, un festival de cinéma, les étudiants, ça va les intéresser, ça va leur plaire. Il se trouve que on n'est pas allé très loin en fait dans les démarches à Toulouse, hein. Honnêtement, on n'est pas allé loin. En fait, c'est simplement, on s'est rendu compte que le contexte n'était pas très favorable au moment de la création du festival. Et on s'est dit aussi, mais en fait, il y a des villes plus petites, voire même des villages dans lesquels il y a des festivals, et qui sont très adaptés pour accueillir, recevoir ce festival-là. Non, je crois que c'est un peu normal de regarder d'abord autour de soi quand on pense à créer un festival. Dans telle ville, on se dit, il y a déjà un festival de cinéma qui marche bien, c'est pas la peine tellement d'y revenir. Et puis à Brive, il n'y avait pas de festival de cinéma. Il y avait un peu à Limoges, il y avait à Toulouse aussi, il y a des manifestations à Toulouse. À Bordeaux, il y avait, même s'il y a eu après des choses, je pense, plus intéressantes, mais non. Et puis, bon, il y avait un lieu qui est le Rex, la salle d'arrêt essai municipale. Trois écrans, un espace aussi devant qui nous permettait d'organiser ça de façon intéressante, et puis un accueil qui a été enthousiaste tout de suite de la part des partenaires, que ce soit la ville, le département, la région, la DRAC, qui sont les piliers de la création du festival. Donc on s'est dit non, faisons ça ici au printemps. Les gens sont contents pour peu qu'on ait un peu de chance d'avoir un peu de soleil, d'être en terrasse à Brive pour manger, pour même le soir, etc. Puisqu'on sait que c'est quand même une ville accueillante, on sait, et que des événements aussi comme la Foire du Livre, sont aussi teintés fortement de cet accueil-là en fait, de cette qualité que propose la ville en termes de restauration, et aussi c'est une ville qui est belle, dans laquelle on est content de se promener. Et voilà, donc on s'est dit, finalement, en fait, là, il y a un endroit assez... beaucoup de choses concordent pour le faire ici, en fait. Donc non, l'hypothèse Toulouse, honnêtement, elle a été très, très, très peu poussée, en fait. D'accord. On n'avait même pas de lieu, on s'était même pas dit, on va aller dans tel cinéma, etc. On n'était pas là. Mais oui, pendant la genèse du projet, pendant un an et demi, on réfléchit, on évoque plein de choses, c'est normal. Bien sûr. Oui. Alors on arrive à la fin de ce podcast. C'est une question que je pose à tous mes invités. Tu m'as parlé effectivement de Collonges-la-Rouge, où on est actuellement. C'est un lieu qui t'est cher, mais est-ce qu'il y a un autre lieu, à Brive ou dans les environs,
dans lequel tu aimes effectivement te ressourcer ou passer du temps ou tout simplement déconnecter de ta vie effectivement parisienne. Ou alors tu peux effectivement me parler encore de Collonges-à-Rouge sur un autre aspect si tu veux. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça qui te parle plus que les autres? Non, mais Brive, évidemment, d'abord, voilà, parce que Brive, c'est la ville dans laquelle je suis né, j'ai grandi, j'y suis resté jusqu'au bac, donc forcément c'est très marquant. Et plus tard, j'ai en effet créé un festival, donc c'est forcément, voilà, il y a un lien quand même très particulier à cette ville. Mais je vais quand même revenir sur Collonges-la-Rouge, voilà, parce que c'est vrai que c'est, disons que quand on sort de Paris, on a plutôt envie quand même, ce qui est normal, d'être vraiment dans la vraie campagne. Brive, c'est pas la campagne, c'est proche de la campagne. Voilà, elle est pas loin, elle est présente un peu, mais non, j'ai vraiment besoin d'être vraiment à la campagne, d'avoir un environnement totalement différent, d'avoir de l'espace. À Paris, on souffre tous quand même du manque d'espace, hein, et on en a beaucoup souffert en plus pendant ces derniers mois. Donc non, ici j'ai de l'espace, souvent du beau temps quand même, il faut le dire. Et je viens, oui c'est vrai, régulièrement, ouais. Pas que l'été, même aussi à l'automne, au printemps, à Noël. Voilà, c'est un lieu que j'aime parce que c'est beau. Enfin, j'ai quand même, moi qui suis très attaché aux choses visuelles, à une certaine forme de beauté, je trouve que c'est quand même une chance, et c'est le hasard, hein, d'avoir les attaches familiales dans ce village-là, qui est un village qui est quand même très particulier visuellement. Le fait que les pierres soient rouges, enfin, c'est très curieux, c'est très, moi-même ça m'étonne en fait. Je me dis, mais parce que j'aurais pu me retrouver dans un village, on va dire, très banal, qui aurait pu être agréable aussi, mais ça me surprend toujours en fait. Je me dis, mais c'est très curieux, j'y pense souvent, hein. Je me dis, mais pourquoi ça a été là? Bon voilà, donc du coup non, j'aime beaucoup y être, pas forcément plein dans le village quand il y a beaucoup de touristes, j'avoue. J'avoue que là, en plein été, je vais un peu moins dans les rues du village, et j'ai la chance d'être à 150-200 mètres du village, donc un peu moins dans le brouhaha des touristes, d'avoir de l'espace, voilà, où je peux faire des choses, du terrain, voilà, quoi. Donc c'est bien, et ouais, je sais pas, c'est un endroit où je me sens bien. Je suis toujours content de venir quand je viens, mais je suis toujours aussi content de repartir, parce que j'aime Paris aussi. J'aime Paris. Non, mais j'aime Brive aussi, hein. mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est plutôt un lieu de transition maintenant pour moi. Ouais. Mais non, j'aime Paris aussi, j'ai besoin de Paris aussi, j'ai mes amis à Paris, ma vie sociale, elle est à Paris quand même globalement, même si j'ai quelques amis ici. Ouais. Mais c'est pas pareil. Et ici, c'est pas forcément, je vais pas rechercher non plus beaucoup la compagnie tant que ça. Vraiment ici, j'ai plutôt envie de faire des trucs, de bricoler, comme je disais tout à l'heure, de laisser l'imagination vagabonder. Mais c'est très curieux, c'est que je suis toujours content de repartir à Paris, jusqu'au moment où j'en ai marre de Paris. Je me dis non, j'ai envie d'aller à Collonges là. Voilà. Bon, je suis aussi content parfois d'aller dans d'autres lieux dans le monde, quand même. Mais ouais, c'est très particulier. C'est quand même, oui, c'est très beau. C'est un coin de Corrèze qui est très très beau. Je sais pas, c'est assez difficile à expliquer, hein, pour moi, mais voilà, c'est un des endroits. Ça pourrait être d'autres endroits. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Rome, par exemple. C'est un endroit où je pourrais vivre. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi des très belles choses, de très belles pierres aussi. Il y a, oui, le fait qu'il y ait une âme historique en fait ici aussi, ça doit compter, je pense, pour moi. Voilà, qu'il y ait quelque chose de très ancien, qui nous relie quand même au passé, aux gens qui ont vécu dans ces maisons-là, qui les ont construites, qui ont taillé ces pierres-là. En fait, je pense que ça c'est un élément qui est assez important pour moi. Mais voilà, est-ce que j'y vivrai toute l'année? Peut-être pas. Je crois que j'ai besoin un peu de l'alternance des deux. Du trop plein de monde parfois à Paris, et d'être plongé vraiment dans une ville, et puis
Ici, un peu plus de calme. J'ai besoin vraiment des deux. Ouais. Est-ce que ça peut être potentiellement un décor pour un prochain film Ah oui, on me pose souvent cette question. Ah ouais, mince. Non mais oui, je suis pas très original. Non, mais pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est vrai que alors, mais je me la suis posé moi aussi plein de fois en fait. Alors je suis partagé là-dessus parce que alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est très particulier, c'est que si on tourne ici. La couleur des pierres, c'est quand même très bizarre. Donc si vous voulez, si c'est pas expliqué dans le film, les gens vont se dire ils ont fait des décors bizarres, et pourquoi ils ont voulu faire des pierres rouges et tout. Donc il faut presque que ça soit expliqué, dit un peu pourquoi elle est rouge et voilà. Soit que ça a une utilité dans le récit, sinon c'est très curieux. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu beaucoup de tournages ici jusqu'à la fin du noir et blanc. Il y en a beaucoup moins depuis la couleur parce que le décor est trop fort. On peut pas, c'est pas juste une toile de fond, ça ne peut pas l'être. Donc du coup, il y a moins de tournage avec la couleur. Alors déjà, il faudrait donc du coup que ça soit intrinsèquement lié au projet. Pourquoi pas ? Il faut le trouver, il faut trouver la bonne forme. Et après, est-ce que je suis partagé ? Est-ce qu'il faut qu'à un moment j'en fasse un endroit de travail ? Parce que malgré tout, filmer quelque chose, ou même filmer des gens, ça a quelque chose d'assez cannibale en fait. Je dirais pas que quand on a filmé un lieu ou des gens, c'est fait. Et peut-être qu'il ne faut pas y retourner. Je suis même moi pas tout à fait sûr qu'il faut retourner toujours avec les mêmes comédiens. J'en suis pas encore sûr tout à fait, mais je pense que je me demande s'il ne faut pas que je le laisse vierge de tout travail ici. Ouais. On verra. Je suis partagé, hein, mais je me demande l'effet que ça me ferait en fait. Je sais que quand je repasse sur des décors que j'ai filmés, ça a plus de grand intérêt, c'est différent en fait, et presque ça a un peu abîmé. Parce que c'est comme si je l'avais aspiré, je l'ai mis dans le film. Dans le film ça m'intéresse, dans la vraie vie un peu moins. C'est un truc très bizarre, hein. Non mais j'aime beaucoup mes acteurs, je veux bien encore les refilmer. Voilà. Mais ouais, il y a un truc. Donc je sais pas trop s'il faut que je le fasse. Ok. Très bien. Bon, très bien. On peut retrouver donc le Festival du moyen-métrage tous les ans au printemps. Ton film, donc, comme une actrice qui va sortir, on n'a pas trop de dates encore, mais en 2022. 2022. Dans les salles de cinéma. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Non, belle rentrée à tout le monde. Belle rentrée surtout. à tout le monde, espérons qu'on va passer de meilleurs mois. Espérons. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur les créations de Sébastien Bailly et son métier de réalisateur. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.